il faut se lancer, il faut sans réfléchir et il faut bosser, quoi. Il faut travailler. C'est le secret. Il faut foncer, pas se poser de questions, travailler et pas rester seul, rentrer comme j'ai fait dans le collectif DR pour avoir des conseils, une formation, l'émulation, collaborer avec d'autres photographes et bosser, puis rencontrer des rédactions, aller à Visa pour l'image, voir des iconographes, créer son réseau, sont toutes ces choses-là qu'il faut faire. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Guy Leroy, photographe de presse basé à Lille et membre du collectif DR depuis le début de l'aventure en 2019. Après une première partie de carrière dans le domaine de la santé, il raconte comment il s'est lancé, à plus de 60 ans, dans ce nouvel univers et comment il a obtenu très rapidement ses premières publications dans la presse. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Guy et vous souhaite une bonne écoute. Salut Guy, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, donc je suis Guy Leroy, photographe et membre du collectif DR, une agence de photographes, depuis 4 ans. Ouais, t'es là depuis le tout début de l'aventure DR. Ouais. Et on s'est connus ensemble, enfin on s'est connus encore avant même, dans des formations. Pourquoi tu t'es lancé dans la photo ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de comment ça s'est passé pour toi ? Donc en fait pour moi c'est une deuxième carrière. J'ai eu une première carrière, une longue carrière médicale. J'étais, comme on dit, biologiste médical pendant des dizaines d'années. Et j'avais toujours l'envie de devenir photographe, de faire du photojournalisme depuis très longtemps, c'était un de mes rêves. Et j'ai mis fin à ma carrière professionnelle un peu avant l'âge pour me lancer dans le photojournalisme. Ok. Tu t'es lancé à quel âge du coup dans le photojournalisme ? Oula, j'avais 62 ans, 63 ans. Ok. Donc je suis un jeune photographe, mais pas par l'âge. Ouais. C'est vrai que tu disais à Perpignan que tu te présentais comme ça aux iconos, tu disais que tu étais un jeune photographe. Si, ça j'attire l'attention quand je suis devant dans la profession, devant un iconographe ou un rédacteur. Je dis que je suis un jeune photographe. Là, tout de suite, la personne bondit, on me regarde. Et non, jeune dans la carrière, mais pas par l'âge. Quoique, par l'âge, je suis jeune quand même. Ouais, c'est clair. Bah, il y en a encore qui tournent avec qui ont des âges avancés. On a rencontré Patrick Chauvel qui a 75 ans. Oui, moi je suis un petit jeune. C'est sûr. Pourquoi tu as fait ce choix de basculer dans la photo et pas de profiter de ta retraite pour faire autre chose ? Déjà, j'avais basculé dans la photo. J'ai toujours eu l'esprit artistique. J'ai fait beaucoup de peinture comme artiste peintre, en plus de ma carrière médicale. Et j'ai l'esprit artistique. Je faisais la photo aussi. Mais j'ai voulu faire ça de façon plus professionnelle. Le métier que j'exerçais avait beaucoup changé aussi. Ça correspondait plus à ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me lancer dans le photojournalisme. Ok, trop bien. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là ? Et ce qui m'a en fait, on peut dire, ça a été dit déjà, de la seringue à l'appareil photo avec un pas, et je franchis ce pas. Et ce qui me plaît, c'est que je rencontre beaucoup de gens. Dans ma carrière médicale, j'étais toujours au contact de gens. Les gens me racontaient leurs histoires, mais je ne pouvais pas dévoiler les histoires puisqu'il y avait le secret médical. Tandis que là, je vais aussi au contact des gens qui me racontent des histoires. Et avec grand plaisir, je raconte les histoires des gens à travers la photographie et le journalisme. Trop bien.
Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est vraiment un métier de proximité aussi, où tu es obligé de parler avec les gens, aimer les gens aussi quelque part. Aimer les gens, être curieux et avoir envie de raconter l'histoire. Et j'ai toujours été au contact des gens. Et rester, profiter de ma retraite devant la télé, non, c'est pas possible. C'est un mot que je ne veux pas utiliser. Le mot de retraite, retraité, je ne connais pas. Je veux faire une nouvelle carrière et je fais cette carrière photographique, une carrière photographique. Je ne fais pas ça pour m'amuser en hobby, mais comme un pro, quoi. Ouais. Est-ce que tu as remarqué des trucs que tu imaginais ou que tu n'imaginais pas justement c'est quoi la vision que tu avais de ce métier avant de te lancer? Moi, je voyais le photographe National Geographic qui fait rêver, comme le film, je ne sais plus comment il s'appelle, là, Le Pont de Madison. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est un monde assez difficile. Il faut faire son chemin, il faut pratiquer le photojournalisme, c'est difficile, il faut préparer les sujets, il faut être sur le terrain, il faut vendre le sujet. C'est un monde difficile où personne ne fait de cadeau à personne. Et c'est ça que j'ai découvert en fait. C'est un monde de brut. Ouais. Mais ça t'a pas rebuté ça? Non. Non, c'est ça, ça me plaît de me battre, il n'y a pas de raison, on est nombreux, mais on peut faire son chemin, en bossant, le grand secret c'est de travailler. En travaillant, on peut passer. On peut se faire connaître, avoir des publications, raconter les histoires, c'est faisable. C'était mon but en fait. Quand j'ai arrêté ma première carrière, mon but c'était de publier, me prouver que c'était faisable. Ouais. Et du coup, tu as réussi? Et j'ai réussi. C'est cool. Donc, j'étais allé à Cuba faire un reportage sur l'apithérapie, l'usage du miel à Cuba pour soigner les gens. Donc un sujet un petit peu médical, écologique, médical. Et ça a été publié 2 fois. Trop cool. Donc oui, j'étais content. Yes. C'est quoi ton dernier reportage? Dernier, c'est encore un reportage sur l'écologie, sur la police de l'environnement, l'Office français de la biodiversité. Et j'entreprends une série de reportages sur la biodiversité avec la police de l'environnement. Pour raconter toutes les histoires de cette police qui n'est pas très connue et des problèmes qu'on rencontre dans l'environnement et des choses positives qui sont réalisées par ces gens-là. Et tu as fait un sujet aussi qui a été publié dans le livre DR. Alors, on a fait une petite vidéo aussi qui est sur la chaîne YouTube du collectif DR dans laquelle tu parles de ce sujet assez longuement et c'est vachement bien sur l'exploitation du lithium en Argentine. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu? Donc c'est un sujet que je suis allé faire en début d'année sur l'altiplano argentin. J'ai voulu montrer le retentissement de l'exploitation du lithium et de l'extraction du lithium sur les communautés locales. Et donc, pour résumer le sujet, c'est que les compagnies minières sont en train de faire beaucoup de projets et certaines sont déjà en train d'exploiter. Ça provoque un pompage d'eau très important pour extraire et purifier le lithium. Et dans une zone qui est déjà aride et qui subit le réchauffement climatique, ça assèche tout. Et donc ça provoque des problèmes au niveau de l'environnement. Tout devient très sec, les gens sont obligés de partir. Et il y a aussi le phénomène classique des exploitations minières. Les gens sont expulsés, sont chassés, peuvent partir. Donc d'un côté, il y a cette population qui n'a plus d'eau, qui doit partir par manque d'eau, ou qui est expulsée parce qu'on exploite là où ils sont. Et de l'autre côté, il y a une partie de la population qui est très contente, parce qu'ils font beaucoup de profits avec les mines.
Ils rendent des services aux mines, des services de transport, de restauration, des sociétés de services, et des gens sortent de la misère grâce aux mines. Ouais, il y a une économie qui se crée grâce à cette activité économique nouvelle. Ouais. Et ça, c'est... Et parfois des conflits entre les deux communautés, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et c'est vrai, dans le reportage, on le voit dans le bouquin, et j'encourage les gens à mettre la main sur ce livre parce qu'il est vraiment très beau, et il y a ce sujet qui est magnifique, où on voit l'ambivalence et la complexité justement d'une situation qu'on connaît, enfin, qu'on peut voir que quand on est sur le terrain en final. Parce que tu as pu aussi présenter des sujets à des médias nationaux, internationaux. Tu as vu la complexité que c'est de montrer une situation à quelqu'un qui a une idée déjà reçue, une idée reçue sur une situation, qui pense que c'est noir ou blanc, et toi tu arrives et tu dis en fait c'est plutôt gris là l'histoire. Et qu'est-ce que tu l'as ressenti ça, et comment tu le vois ça, comment tu le perçois? C'est complexe de réussir à montrer justement cette complexité. Si, c'est pas facile. Quand on est sur place, en fait, on ne sait plus quoi penser. J'étais heureux de voir ce camionneur qui vivait difficilement dans sa famille, et qui là était à la tête d'une entreprise avec des camions, chef d'entreprise, heureux, sorti de la misère, ou de cette dame qui pareil, qui était dans la misère et qui a un parcours extraordinaire. Une femme en Argentine qui a réussi à monter un gros business de restauration pour les mines. C'est extraordinaire. On pourrait faire un sujet sur cette personne. Mais quand après on va dans une communauté où on voit les gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur je sais plus, 500 animaux morts, un membre de la famille mort, toute la famille qui a dû partir par manque d'eau, et aucune compensation de l'État, sauf la mine en question qui a ruiné cette famille, qui propose un travail aux jeunes de la famille. Quand on voit ça, c'est révoltant. Donc on ne sait plus où on est. Et tout ça pour l'écologie, après, on rentre chez nous, on a une voiture écologique, toute propre, hybride, électrique, pas de pollution. On est un peu perdu, on est dans le gris, quoi. Ça a été compliqué pour toi d'appréhender cette partie-là du métier aussi, parce que le photojournalisme, c'est le journalisme, et c'est l'importance de rester neutre, et de pas prendre parti, ou parfois de pas être justement trop empathique, pour pas se laisser, tu vois, pour garder toujours un peu de hauteur. Si, ça, c'est pas facile, toujours rester neutre. Donc dans ces situations-là, dans le cas du lithium, j'ai pu rester neutre, j'ai compris les deux côtés. Je suis resté neutre aussi, c'est quand j'ai fait l'interview d'un ministre des Affaires indigènes. Là, rester neutre, je suis resté neutre en apparence, mais c'est un politique, quoi, qui exploite à fond les indigènes, tout en faisant croire qu'il aide les indigènes. Donc c'est pas très honnête. Et là, par exemple, j'ai un peu de difficulté à rester neutre. Mais dans les manifestations aussi, c'est un autre aspect. Rester neutre, c'est pas toujours facile. Il faut rester neutre. Et quand on se trouve coincé entre les manifestants et les forces de l'ordre, et pris à partie par les deux côtés, il faut rester neutre. C'est pas évident non plus. Ouais, c'est clair. Surtout que l'objectivité, ça n'existe pas vraiment. Enfin, c'est quasiment inatteignable, mais tendre vers ça, ça reste important. C'est quoi peut-être les conseils qui t'ont aidé quand tu t'es lancé? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, et qu'est-ce que tu aimerais repartager peut-être à quelqu'un qui aimerait se lancer et qui serait dans ton cas, c'est-à-dire en deuxième partie de carrière? Il faut se lancer, il faut sans réfléchir, et il faut bosser, quoi. Il faut travailler. C'est le secret. Il faut foncer, pas se poser de questions, travailler, et pas rester seul, rentrer comme j'ai fait dans le collectif DR, pour avoir des conseils, une formation,
l'émulation, collaborer avec d'autres photographes et bosser, puis rencontrer des rédactions, aller à Visa pour l'image, voir des iconographes, créer son réseau. Ce sont toutes ces choses-là qu'il faut faire. Ouais. Mais surtout, il faut se bouger, il faut travailler. Pour moi, il n'y a que ça. Ça marche dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là, ça fonctionne. Pour moi, ça a fonctionné pour moi. Et ça, comment tu l'expliques? Comment tu as réussi à développer cet état d'esprit de personnes qui aiment travailler, qui aiment se bouger? Parce que c'est pas si naturel que ça au final. Dans ma première carrière, de nature, je suis comme ça au départ. Et dans ma première carrière où j'étais aussi entrepreneur, indépendant, j'étais obligé de me bouger. Et finalement, il y a des points communs entre gérer un laboratoire et gérer son business de photo. C'est deux situations où on est indépendant et où on doit gérer. Il y a des parallèles. Ouais. Tu étais déjà entrepreneur avant d'entreprendre dans la photo. Ouais. Donc il y a beaucoup de points communs. Créer un réseau, trouver les clients, les fournisseurs. C'est la même chose dans la photo finalement. Donc c'est pas l'expérience de ma première carrière que j'applique sur la deuxième carrière. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est chouette. Donc toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma première carrière, je pense que j'évite certaines erreurs dans la deuxième carrière. Je pense que j'en fais d'autres parce que je suis encore... il n'y a que 5 ans que je fais du photojournalisme, donc je pense que je fais des nouvelles erreurs parce que je ne connais pas tout. Mes erreurs de base, j'espère en éviter un maximum. Ouais. Et surtout, tu continues d'apprendre en fait grâce à ça, tous les jours. Ça, c'est important, toujours apprendre. Le jour où on n'apprend plus, on est mort. Il faut apprendre toujours. Ouais. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre dans la photo. Ouais. Donc, tout va bien. C'est cool. Avant qu'on fasse cet entretien, tu me parlais d'un de tes derniers sujets sur un volcan. Et tu avais bien ramassé sur ce reportage. Tu peux nous en parler un peu? Sur l'expédition? Ouais. Comment ça s'est passé et c'est quoi les difficultés sur cette expédition? Ma première difficulté, c'est que je suis le plus âgé et que je pars avec des jeunes. Ouais. Donc, physiquement, la récupération des jeunes est plus rapide. Mais c'était une expédition, on avait 5 volcans à faire avec beaucoup de dénivelé, dans des conditions difficiles. C'était où? C'était au Salvador et au Guatemala. Okay. Donc des ascensions de volcans actifs. Donc le but, c'est de faire l'ascension du volcan, de bivouaquer au plus près du cratère et pour observer un certain temps, 2 jours, 2 nuits, pour chaque volcan, l'activité. Prendre des photos et photographier. Et le côté physique est très difficile parce il y a des dénivelés positifs, négatifs, on n'a pas le temps de récupérer, on bivouaque, il fait froid, il fait chaud, on n'a pas à manger. Et en plus, il faut être capable de surpasser ça et de faire son travail photographique et de prendre des photos. Donc ça, c'est un côté que j'ai découvert aussi sur la photographie, le photojournalisme. On a toutes ces conditions physiques, matérielles difficiles. Il faut surpasser ça, l'oublier et faire le travail photographique. Ça, c'est un aspect que j'ai découvert aussi. Ouais. Ah, c'est pas simple. Hein. Non. Non. Dans ton process de formation, d'apprentissage, en dehors de la capacité de travail, qu'est-ce que tu as appris qui t'a fait avancer un peu plus vite, qui t'a fait comprendre certaines choses sur la profession, sur photojournalisme. Ouais. Sur la construction de reportages ou sur la préparation de reportages, par exemple? Si, j'ai découvert qu'il fallait préparer nettement, bien préparer un reportage avant de partir.
Ça, je ne me rendais pas compte avant de me lancer dans la profession. La préparation peut être longue. Trouver son sujet original, trouver un angle original, trouver ses personnages. Après, il y a tout le côté contact aussi. Il faut prendre des contacts locaux. Quand c'est à l'étranger, il faut trouver son fixeur. Ça, ce sont des choses que j'ai découvertes et qui sont très importantes. Une fois que tout ça c'est réglé, finalement, prendre la photo, c'est plus rien. C'est presque un détail, quoi. Parce que on sait prendre une photo. Et qu'est-ce que je devais dire d'autre encore? Et sur les apprentissages que tu as eus tout au long de la formation, les choses que tu n'imaginais pas forcément et qui t'ont fait avancer, qui t'ont fait comprendre? Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait aussi avoir un plan B. Quand on a tout prévu, tout est censé aller sur des roulettes et on se trouve sur le terrain, rien n'est faisable. Il faut savoir se retourner, avoir un plan B et repartir rapidement et savoir s'adapter. Ouais, c'est vrai qu'on l'imagine pas. Quand on regarde les photos des autres, on se dit ok, bon bah, on imagine comment ça s'est passé, mais on n'imagine pas que derrière la personne, elle a attendu des jours et des jours, qu'à la base c'était pas prévu, qu'elle a fait d'autres choses. Ouais. Quand je suis allé à Cuba, je devais faire un reportage. J'avais tous mes rendez-vous étaient pris. On m'attendait dans les hôpitaux, dans les laboratoires. Donc c'était impeccable. 2 jours avant le départ, je reçois un mail de l'ambassade de Cuba qui me dit qu'il faut que je demande un visa de presse. Sinon, je ne pourrais pas prendre de photos. Et pour obtenir ce visa de presse, quand on l'a, il faut quelques mois. Donc j'y suis quand même allé, mais sans savoir ce que j'allais faire. Et j'ai tourné en rond quelques jours et j'ai eu une idée, et après avoir bu 2 mojitos, faire le reportage médical n'était pas possible, donc j'ai fait du paramédical chez des gens qui travaillaient à leur compte. Donc là, j'avais pas besoin d'autorisation. Là, c'est malin. J'ai quand même été pisté par les autorités qui arrivaient parfois en même temps que moi là où j'avais un rendez-vous et qui demandaient ce que je foutais là, qui faisaient un contrôle complet de l'établissement. Ça arrivait une fois, alors que ça n'arrive jamais. Je suis arrivé en même temps que 2 personnes patibulaires dans un centre holistique où ils faisaient des massages utilisant le miel et l'établissement était contrôlé complètement. C'était jamais arrivé. Donc j'avais trouvé quand même mon plan B et j'ai pu continuer à faire mes photos et publier mon reportage. Ah, super. Et c'est vrai que le conseil que je donne des fois à tes collègues du collectif DR, à nos collègues d'ailleurs, c'est le fait de parfois de pas forcément partir en tant que journaliste, en tout cas pas se déclarer comme journaliste, sur des pays en plus où la liberté de la presse n'est pas forcément mise en avant, on va dire. Mais en tant que touriste, sur le terrain, tu peux faire plein de choses. Mais après, si tu t'es préparé comme un journaliste, tu as tes contacts, tu as ton organisation et tout. Mais si tu agis comme un touriste sur le terrain, les gens ne voient pas la différence et c'est impressionnant de voir à quel point c'est vachement mieux, quoi. C'est ce que je fais, oui. Je me fais, sauf quand c'est préparé avec la police de l'environnement, où je me présente comme photographe, je donne mes références. Mais à Cuba, c'est ce que j'avais prévu de faire. Y aller comme un touriste. Mais l'ambassade m'a quand même, je ne sais pas comment, l'ambassade m'a contacté. Ah, ils t'ont trouvé Ils m'ont trouvé, oui. Ah ouais. Moi, j'avais rien demandé à personne. L'ambassade française, hein, sur place. Non, de Cuba. L'ambassade de Cuba m'a écrit, l'ambassade de Paris, de Cuba, oui, m'a envoyé un mail. Ah ouais, ok. Alors que moi, j'avais juste contacté des médecins cubains par l'intermédiaire de mon fixeur local. D'accord, je savais pas ça. Mais officiellement, j'y allais en touriste pour voir des confrères médecins à Cuba. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une des personnes que tu as contactée ou qui a été contactée par ton fixeur qui a contacté le gouvernement pour dire c'est bizarre, il y a un journaliste français qui veut me contacter. Ouais. Alors que je ne me présentais même pas comme journaliste. Si, je me présentais comme journaliste auprès des médecins. Ah, des médecins, ouais.
C'est vrai que c'est compliqué après de trouver le juste milieu. Mais c'est bien que tu sois allé au bout de la démarche et que t'aies pas eu peur aussi parce que je pense que les techniques d'intimidation à Cuba ils sont bons. Ouais. Ça a été à bonne école, je pense, avec les Américains. Mais je suis quand même allé dans les hôpitaux Ah ouais. à certains de mes rendez-vous où j'ai discuté. J'ai les photos dans ma tête. J'ai encore une super photo dans la tête, mais dans la tête. L'appareil photo dans mon sac, mais je ne l'ai pas sorti. J'y suis allé quand même. Mais j'ai pris quelques risques quand même, oui, parce qu'à Cuba, il y a des photographes qui ont eu des problèmes, qui se sont retrouvés un peu au poste, carte mémoire confisquée. Donc j'ai essayé d'envoyer quelques photos ici directement en France, étant là-bas, avant de les effacer, sur ordre du fixeur. Ah oui. Ouais. Qui m'a dit toi après tu rentres chez toi, moi je reste ici. Donc je me suis envoyé par mail et j'ai effacé. C'est bien, t'es prudent. Ouais. Il faut. À côté de ces reportages que tu as fait à l'étranger, tu fais partie des photographes de DR qui sont les plus actifs en termes de production de photos d'illustration sur Pixpalace. Concrètement, comment tu t'organises et qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à maintenant? C'est quoi tes résultats pour ça? Comment je m'organise? Je suis l'actualité régulièrement et je prends régulièrement un point d'actualité et je me dis je vais illustrer ce point d'actualité. Et je poste sur Pixpalace. C'est un bon exercice. Ça force à sortir, à faire des photos. Et après, ça, on publie. On fait son boulot de photographe, de news. T'as eu quoi, par exemple, comme publication récemment sur ça? La dernière, c'était, on parle beaucoup des migrants. Donc là, j'avais déjà fait les photos de migrants avec qui j'avais connaissance lors d'un reportage, chez qui j'étais allé, à leur travail, chez eux, à leur domicile. Donc j'ai posté sur Pixpalace mes photos. Et j'ai une photo qui est publiée dans un journal. Pixpalace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un serveur mutualisé qu'utilisent toutes les agences de presse, enfin une bonne partie des agences de presse en France, pour diffuser des photos. Et ensuite, ces photos peuvent être trouvées sur ce portail, sur ce réseau, par tous les clients en fait, potentiels, donc tous les médias en France et une partie à l'étranger, que ce soit la presse quotidienne, les agences de com, les boîtes d'édition aussi. Et ensuite, elles achètent ces photos, enfin téléchargent ces photos et elles les achètent aux agences. Ou dans notre cas, nous par exemple, elles les achètent au photographe directement. Ce qui permet ensuite pour le photographe de gérer la vente, le client, pourquoi pas être payé en salaire s'il le souhaite, pour avoir la carte de presse. Donc c'est assez cool. Écoute, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que t'as pas dit et que tu aimerais partager peut-être aux gens qui nous écoutent, que tu aurais voulu toi entendre peut-être comme conseil quand tu t'es lancé ou information qui te manquait, qui t'a peut-être fait un peu hésiter au début ou qui le ferait pas aujourd'hui? Étant entré dans le collectif DR, j'ai eu les informations tout de suite. Ouais. Donc, c'est bien, t'es bien corporate, je te ferai le chèque voilà. à la fin. Grâce, tu m'as donné plein d'informations, des formations, des critiques, en étant cash d'ailleurs. Mais ça fait avancer. Ouais. Donc je pense que j'ai jamais manqué de rien jusqu'à là. Après, ce qui manque parfois, c'est le moral. C'est le côté. C'est le côté avec lequel j'ai le plus de difficultés. Passer beaucoup de temps sans un travail, sans un reportage, et ne pas être publié, ne pas avoir de réponse, n'intéresser personne. Ouais. Avoir une histoire qui m'intéresse, avec le côté affectif, mais ça n'intéresse personne. Il faut savoir tourner la page, passer à autre chose et repartir. C'est ce qui me pose problème. Okay. Mais ça va mieux, je suis en train de me soigner. Là, c'est intéressant. C'est vrai que
c'est une problématique qui est centrale et qui fait que beaucoup de gens abandonnent au final. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font n'a pas de sens, parce que les gens ne veulent pas le publier. D'ailleurs, petit conseil peut-être pour ça, toi tu connais l'histoire du collectif et tu connais un peu comment je me suis lancé. Quand je me suis lancé, j'étais pigiste, enfin je suis toujours pigiste, hein, mais je proposais des sujets à la presse et j'avais 0 réponse, 0 retour, personne ne me répondait, parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Et en fait, à un moment donné, plutôt que de me dire ça sert à rien, j'arrête, je me suis dit je vais lancer un blog, je vais montrer mes photos moi sur mon propre blog, ça sera mon propre magazine, tu vois, personne ne pourra rien dire, je fais ce que je veux. Et du coup, ça donne du sens, tu vois. Maintenant, j'ai monté le magazine DZ, c'est encore mieux parce que du coup, il y a vraiment un magazine qui est en kiosque et tout, donc c'est encore plus de sens. Mais et du coup, être capable de se séparer émotionnellement, se détacher émotionnellement de des autres clients potentiels, ça aide vachement, quoi. Donc, conseil pour les gens qui nous écoutent, c'est quand vous sentez que ça n'a pas trop de sens ce que vous faites, trouvez du sens à ce que vous faites. Et aujourd'hui, on est notre propre média très facilement, ne serait-ce que sur Instagram, Facebook, YouTube et tout. Avoir son site internet, poster sur les réseaux. Ouais. Et en postant sur les réseaux, on peut être contacté aussi par des rédactions. Ouais. Ça arrive parfois. Exact, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça, il y a plein de choses à faire, mais autant faut-il les faire. Ouais. C'est toujours le problème. Et écoute, merci pour ce partage, c'est vachement bien. C'est cool d'avoir ton retour sur tout ça, connaître ton parcours, parce que même pour les gens de DR qui nous écoutent, on se connaît pas, enfin vous connaissez pas tous encore personnellement, parce que il y a aussi un peu de turnover, des gens qui restent 1 an, 2 ans, d'autres qui sont comme toi depuis le début, depuis 4 ans. C'est cool de pouvoir en savoir plus sur nous tous, donc merci. Et à très vite. Ça me fait plaisir de partager ça avec tout le monde aussi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.